L'arpentage occupe plus de 800 hommes répartis en 21 groupes. Dans ce pays encore inapprivoisé, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. La nature peu clémente ne se laisse pas dompter facilement. Quant à la traversée des territoires autochtones dans les prairies, elle ne manquera certainement pas de compliquer le travail. Les équipes s'organisent et partent en direction du Pacifique. Arrivent d'abord les bûcherons. Guidés par les marques des pionniers, ils fraient des pistes. Ils sont suivis de près par les chaîneurs, qui mesurent les distances et posent des jalons à tous les 30 mètres. Sur leurs pas, des travailleurs évaluent à l'œil les angles, les courbes et les distances qu'on a pu chaîner. Puis, entrent en scène les jalonneurs et les niveleurs. Ils ont la tâche de mesurer et d'inscrire sur des points de repère l'altitude du territoire au kilomètre près. Plus ils avancent vers l'ouest, plus la route devient difficile. Ils atteignent en canot puis en calèche Fort Garry au Manitoba. Malgré tout ce travail à faire pour cartographier cet immense territoire, Fleming et ses hommes avancent au rythme de 60 km par jour. Après le voyage en charrette, des prairies jusqu'à Fort Edmonton, les valeureux arpenteurs continuent à cheval jusqu'à la rivière Arthabaska, où une pénible traversée les attend. Quand les provisions viennent à manquer, quelques chasseurs, trappeurs ou autres coureurs des bois leur viennent parfois en aide. Quant au climat, il est plus souvent qu'autrement insupportable. La vie d'arpenteur est plus que difficile. Mal nourris, mal payés, privés de courriers et prisonniers de régions isolées, ils sont brûlés par le soleil ou le froid. Plusieurs souffriront d'épuisement, certains mourront du scorbut. Un an après leur départ de ce qui est aujourd'hui Thunder Bay en Ontario, Fleming et son équipe atteignent les montagnes rocheuses qu'ils escaladent à cheval, puis à pied. David Jones est né au cœur des monts Selkirks. Passionné de montagne, il a maintes fois suivi les pistes des premiers explorateurs. Dès les premiers voyages d'exploration de David Thompson, on avait déjà une bonne idée du trajet emprunté par le fleuve Columbia. Mais si on parle du réseau hydrographique entouré par la grande boucle de Columbia, aucun homme blanc ne s'était jamais aventuré dans cette zone. Dans les Rocheuses, certaines des vallées sont beaucoup plus larges. Et comme les régions boisées sont plutôt rares, on peut voir devant soi et décider de la route à suivre. David Jones a également refait le chemin autrefois ouvert par Walter Moberly, un trajet toujours aussi difficile qu'il y a 100 ans. Moberly raconte que lui et son équipe avaient essayé diverses chaussures doublées de fourrure ou même d'herbe pour éviter de se geler les pieds. Je sais qu'ils ont beaucoup souffert du froid. C'était l'un des principaux problèmes auxquels ils étaient confrontés. Arrivé près de Jasper, Fleming trouve enfin un bon passage pour le futur chemin de fer. C'est le col Yellowhead. L'ingénieur poursuit ensuite jusqu'à Kamloops et New Westminster sur la côte du Pacifique. Après 8500 km et 103 jours, Sandford Fleming et ses hommes arriveront à Victoria en octobre 1872. Fleming commande aussitôt à Moberly de concentrer tous ses travaux d'arpentage dans la région du col Yellowhead. Les relevés topographiques se poursuivent car l'infatigable Fleming tient à explorer d'autres possibilités. Fleming en vient rapidement à la conclusion que pour se rendre en Colombie-Britannique, le chemin de fer devrait passer au nord-ouest des prairies. Son tracé est en fait le prolongement naturel de la route qu'empruntaient les commerçants de fourrure qui allaient vers l'ouest. Quant au col Yellowhead, près de Jasper, ce sera la meilleure façon d'atteindre le Pacifique. La construction n'est pas encore commencée et l'arpentage a déjà coûté 4 millions de dollars et la vie de 38 hommes. Entre 1871 et 1877, les hommes de Fleming auront planté un à un 25 000 points de repère et quelques 600 000 jalons à travers tout le Canada. Ne restait qu'à refaire cette route à nouveau. Mais cette fois, ce serait pour y enfoncer, mètre par mètre, les rails d'un futur chemin de fer géant.
son bureau au Parlement d'Ottawa, John A. Macdonald est soucieux. Nous sommes en 1880 et la construction de son grand chemin de fer transcontinental n'a pas encore reçu le feu vert. La Colombie-Britannique n'est toujours pas reliée au reste du pays et menace maintenant de se séparer. Pour calmer la province, le gouvernement accorde donc un premier contrat de construction à un ingénieur américain. À l'ouest des Rocheuses, les travaux commencent. Dans l'est et l'extrême ouest du pays, le train était déjà sur les rails. Ne restait que le trait d'union. Une voie ferrée qui irait du nord du lac supérieur jusqu'aux Rocheuses et qui rejoindrait le tronçon pris en charge par l'entrepreneur américain. Le gouvernement va enfin de l'avant et procède à l'appel d'offres. Parmi les rares soumissionnaires canadiens se trouve The Canadian Pacific Railway. La jeune compagnie est agressive. Elle promet de compléter les travaux en 5 ans au lieu de 10. La table est mise. Le 21 octobre 1880, elle décroche finalement le contrat. Le président, George Stephen, également président de la Banque de Montréal, est considéré comme l'un des plus grands esprits financiers au pays. Stephen est secondé par son cousin Donald Smith, ancien commissaire de la baie d'Hudson. Comme la plupart des actionnaires de la compagnie, les petits cousins savent compter. Le gouvernement d'Ottawa fait preuve de générosité. Il accorde à la compagnie 25 millions de dollars, 25 millions d'acres de terre, ainsi que le monopole de ce corridor pendant 20 ans. Le projet soulève les passions et alimente les débats parmi les plus houleux de la Chambre des communes. À la fin du 19e siècle, le chemin de fer occupe une telle place au pays qu'une vaste pièce du Parlement, appelée la salle des chemins de fer, est réservée à cette question de première importance. Malgré les critiques de l'opposition condamnant ces largesses, Macdonald atteint son but. Le contrat est ratifié le 16 février 1881. Le Canadien Pacifique s'engage à construire un chemin de fer et une ligne télégraphique, mais il obtient du même coup une exonération de taxes à perpétuité pour ses installations. Sur ce simple bout de papier s'est écrite une grande partie de l'histoire canadienne. L'encre n'est pas encore sèche que le Canadien Pacifique surprend tout le monde et rejette le tracé sur lequel Fleming avait peiné pendant 10 ans. C'est que la compagnie craint les Américains comme la peste. Si la ligne passe trop au nord, croit-on, les Yankees pourraient être tentés d'envahir le sud des prairies. Le CP commande donc de nouvelles expéditions. Stratford Fleming, quand il a fait le premier arpentage, va suggérer des passes, enfin le fameux Yellowhead Pass, qui était faite par un arpenteur tenant compte des besoins ferroviaires, c'est-à-dire une montée assez douce. Le passage lui-même lui semblait le plus approprié selon ses critères professionnels. Il ne tenait absolument aucun compte des groupes de pression qui auraient voulu plutôt que la passe les amène à favoriser leur propre ville. Et c'est ce qui va arriver. Finalement, c'est les groupes de pression qui vont l'emporter sur le choix final que va faire le gouvernement et le Canadien Pacifique. En 1882, la compagnie croit enfin avoir trouvé le passage idéal. C'est le col Rogers qui traverse les monts Selkirks et les Rocheuses. Le major Albert Browning Rogers fut crédité de cette extraordinaire découverte. En guise de remerciement, Rogers reçut 5 000 $, une montre en or et l'honneur de baptiser de son nom le célèbre endroit. Mais le major ne fait pas l'unanimité. De mauvaises langues racontent que bien des années auparavant, Walter Moberly avait relevé l'existence de cette fameuse passe alors qu'il séjournait dans les environs. Quoi qu'il en soit, le Canadien Pacifique arrêta son choix sur le col Rogers, pourtant plus difficile que celui proposé par Fleming. Le chemin de fer du CP sera donc construit beaucoup plus au sud, à seulement 150 km de la frontière américaine. Il passera à Calgary plutôt qu'à Edmonton, tel que le tracé de Fleming le prévoyait initialement. Cette décision, à première vue banale dans la grande histoire, allait avoir un impact majeur sur l'ensemble de la configuration du Canada. Le
tracé définitif adopté, la construction peut maintenant commencer. Les travaux se feront par section. Dans l'ouest, plus de 700 km de voies se frayeront un passage en montagne. Cette partie du travail a déjà été confiée à un entrepreneur américain. Le Canadien Pacifique en assume l'administration et prend à sa charge la construction des 2 autres sections. Dans l'Est, c'est plus de 1000 km de rails qui traverseront le Rock au nord du lac supérieur. La dernière section devant traverser les prairies ira de Winnipeg jusqu'aux montagnes Rocheuses. Cela représente 1500 km de voies à mettre bout à bout. Ici, il faut prévoir des voies surélevées d'1,5 mètre de haut, construites à l'aide d'un grattoir géant tiré par des chevaux. De cette façon, le train pourra rouler sans danger au-dessus des remblais de neige. Dans les terres immenses des prairies, on doit amener sur une distance de plusieurs centaines de kilomètres le bois de construction, les rails, les crampons, les piliers de pontage, ainsi que toute la nourriture et les provisions nécessaires à plus de 7000 hommes. Seulement pour nourrir les chevaux, il faut prévoir la distribution quotidienne de plus de 4000 boisseaux d'avoine. Qu'importe toute la lourdeur de cette logistique. Déjà à Winnipeg, on annonce que 800 km de voies seront complétées dans les prairies avant l'automne de 1882. William Cornelius Van Horn, le nouveau directeur général du CP, est de ceux qui voient grand. Plusieurs le trouvent d'ailleurs bien prétentieux. La nomination de cet autre Américain dans le grand projet national froisse plus d'un Canadien. C'est un personnage mythique qui dépasse l'envergure de peut-être de certains personnages aujourd'hui. On n'est plus habitué à des géants de cette taille-là aujourd'hui. Mais M. Van Horn a vite compris, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est engagé, on a appelé ça l'américanisation de la gestion des chemins de fer canadiens. C'est l'équivalent de M. Hayes, au fond, un peu plus tard, avec le Grand Tronc, qui lui aussi est un Américain. Ils arrivent avec des méthodes de gestion de travail qui sont propres aux États-Unis, c'est-à-dire la gestion directement sur le terrain. On ne gère pas depuis 5000 km plus loin, comme on avait l'habitude de faire, par exemple, avec le Grand Tronc dans la première phase, où on s'étend vers l'ouest, mais on continue à gérer depuis Montréal, par exemple. Lui, il comprend que les chefs, il est important qu'ils se rendent sur le terrain et que les chefs soient présents pour prendre des décisions au fur et à mesure que les problèmes se présentent. C'est pour cela qu'il va être un des premiers à utiliser, non plus pour l'agrément, mais pour le travail, des voitures particulières, dont la fameuse de Saskatchewan, qui va être la sienne, qui ne sera pas la première qu'il aura, mais sera la dernière, parce que ça va être sa préférée, et qui va lui permettre d'avoir son bureau constamment avec lui. Il va pouvoir avoir des réunions avec d'autres gens, donc il va pouvoir prendre des décisions administratives sur le champ. Il va pouvoir, avec en plus le télégraphe, ça aide aussi de pouvoir communiquer avec la base en arrière pour pouvoir confirmer certains éléments, prendre des décisions économiques comme des versements de fonds, etc. Mais il a compris, lui, vraiment, et ça c'est nouveau pour les Canadiens, que la gestion doit se faire sur place. En particulier, M. Van Horn était connu pour, mettons, égayer en fait les soirées de ses employés quand il était content de la journée accomplie sur les travaux de construction du Canadien Pacifique. On nous dit que M. Van Horn, qui était aussi un amateur d'art et un amateur de musique, jouait par exemple du violon sur le bord de son wagon pour égayer donc la compagnie. Mais ce qu'il préférait le plus, c'était passer la nuit entière à jouer aux cartes avec un bon cigare et un verre de whisky. Vraiment tout à fait le personnage de légende américain auquel on peut rêver. Je ne sais pas si Van Horn tenait absolument à tout contrôler, mais il s'entourait de gens en qui il pouvait avoir confiance. Ce n'était pas un homme particulièrement obsédé par les détails. Il avait recruté Thomas Shaughnessy dans l'une des compagnies américaines pour lesquelles il avait travaillé. Shaughnessy était son homme de confiance à Montréal. C'était le genre d'homme qui examinait en détail chaque document, chaque facture. Dans l'Ouest, il avait James Ross, en qui il avait entière confiance et qui jouissait d'un important pouvoir décisionnel. James Ross was allowed to make a lot of decisions. Le transcontinental est plus que jamais une réalité. Une armée d'hommes se met en place. Le travail qui les attend dans l'Ouest est immense et il reste fort à faire dans l'Est.
Aux environs du lac Supérieur, le roc leur a donné rendez-vous. Avant que le complet soit fini, il passe entre les mains de 179 personnes. Ensuite, il aboutit entre mes mains. C'est moi. Au nord du lac Supérieur, 12 000 hommes aidés de 5 000 chevaux s'attaquent à la montagne. Le rythme de la construction s'accélère et les conditions de vie et de travail sur les chantiers ne vont pas en s'améliorant. Le travail à la pelle n'est pas cher payé et les ouvriers ont la vie dure. Quand le temps, la maladie ou les retards obligent l'arrêt des travaux, les hommes ne reçoivent pas un sou. 80 ouvriers peuvent s'entasser dans des dortoirs privés d'aération et d'eau courante. La paille humide des lits attire la vermine. Les hommes sont nourris de porc salé, de mélasse, de gruau et de thé. Parfois, l'hiver, ils se partagent une carcasse de bœuf gelé. Les meilleurs postes sont réservés aux amis politiques, compétents ou non. Les travailleurs britanniques et écossais ont préséance sur les Canadiens anglais. Au bas de l'échelle se trouvent les immigrants, en majorité des Italiens et des Irlandais. Et quand ils vont arriver dans d'autres projets, ils vont travailler sur les travaux de chemin de fer, ils vont toujours être considérés comme inférieurs aux Anglais et aux Écossais. Mais tout de même, curieusement, ils vont être, par contre, probablement parce qu'ils sont déjà sous la couronne britannique depuis très longtemps, parlent l'anglais, etc., sont habitués à être dominés aussi par les Anglais, parce que les Anglais les voient comme ça, comme des êtres dominés, ils vont être facilement utilisés comme groupe, comme tampon entre les Anglais et les Écossais et le reste des autres ethnies. On va donc les retrouver souvent comme contremaîtres, par exemple. Et c'est un des postes dans lesquels ils vont le plus exceller sur la construction du Canadien Pacifique. Les fermiers, parce qu'ils sont justement intimement unis avec le développement des chemins de fer, vont facilement trouver de l'emploi dans les périodes de construction, parce que l'hiver, il y a quand même des choses à faire, à l'automne surtout et au printemps. Ceux qui, l'été, vont avoir du temps libre et qui vont se retrouver entre deux périodes de semences et de moissons, vont travailler également à la construction, mais vraiment dans leur coin à eux. Cette vue impressionnante des rives du lac Supérieur permet d'apprécier l'ampleur du travail réalisé et combien grandes furent les difficultés pour ouvrir les montagnes. Pour cette seule section du futur chemin de fer transcontinental, Van Horn fait construire dans la région 3 usines de dynamitage capables de produire jusqu'à 1 tonne d'explosifs par jour. Ce ne sont pas les fonds marécageux qui font obstacle, c'est le roc des montagnes, le plus dur au monde et que l'on doit alors faire voler en éclats. Pour ce travail, on a recours à la nitroglycérine. Ce liquide, 10 fois plus cher que la dynamite, est hautement instable, mais beaucoup plus puissant. Le gel et la nitroglycérine ne font pas bon ménage. Par temps froid, la moindre secousse et le liquide explose. Des équipes entières sont décimées par ces explosions. Un jour, dans un seul tronçon de 80 km, on dut creuser pas moins d'une trentaine de sépultures. Dans de telles conditions, pas étonnant que les hommes se réfugient dans l'alcool. L'année où Van Horn installe ses quartiers généraux à Winnipeg, le whisky coule à flot. Plus de 80 hôtels et une 60aine d'épiceries ravitaillent les assoiffés. Cette année-là, 2000 hommes iront cuver leur vin en prison. À 180 km à l'ouest de Winnipeg se trouve Brandon.
Cette petite localité, établie par le chemin de fer, est la dernière ville de l'Ouest où il est possible d'acheter de l'alcool. Bien avant le début des travaux, une loi avait mis tous les territoires du Nord-Ouest au régime sec. Le trafic du whisky représente une bonne affaire pour les contrebandiers qui établissent rapidement des caches tout le long de la nouvelle voie ferrée. Pour assurer la sécurité et maintenir l'ordre dans les bouillants territoires du Nord-Ouest, McDonnell avait créé en 1873 la police montée. Pendant toute la durée de la construction, ce corps d'élite, qui deviendra plus tard la Gendarmerie royale du Canada, a fort à faire avec les trafiquants de whisky. Sans la bienveillance des habits rouges, le Canadien Pacifique aurait sans doute eu bien du mal à garder ses hommes sur la bonne voie. Les Mounties ont également comme mission d'assurer l'harmonie entre Blancs et Autochtones qui voient leur territoire envahi de jour en jour. La construction du chemin de fer et la colonisation des prairies se font de manière précipitée, sans trop de consultation. C'est la ruée vers l'ouest, l'Eldorado, la terre promise, vantée autant par le CP que le gouvernement. Le rail n'est pas aussitôt déroulé que des colons s'établissent le long de la ligne. Plus de 600 petites municipalités seront créées dans les prairies. Des villes comme Regina et Calgary deviendront prospères. La demande en matériel est telle que l'on doit ériger des usines afin d'approvisionner les chantiers. Il faut couler de l'acier et fabriquer des rails, des milliers de kilomètres de rails. La fonderie de Winnipeg ne fournit pas. Van Horn a d'ailleurs fait de cette ville son principal centre d'approvisionnement pour la construction de voies ferrées. En 1883, les ateliers du CP emploient le quart de la population de Winnipeg. 6 000 hommes travaillent sans relâche au grand projet national. On ne chôme pas dans le coin. Les bûcherons sont également fort en demande. Bientôt, ces arbres géants seront transformés en dormants et s'allongeront d'est en ouest pour supporter le poids du plus long chemin de fer du monde. De livrer la marchandise en 5 ans seulement et il n'est pas homme à revenir sur ses engagements. Si le train demande, il recevra. Aux nombreuses fonderies s'ajoutent donc d'immenses scieries qui emploieront des milliers de travailleurs. Sur le terrain, les hommes travaillent à relier Winnipeg aux Rocheuses par 2 rubans d'acier. Du Canadien Pacifique, William Cornelius Van Horn, n'était pas au bout de ses peines. Un travail herculéen l'attend. La pire étape de la construction est la plus spectaculaire, la conquête des Rocheuses. Vers les montagnes de la Colombie-Britannique, le Canadien Pacifique s'occupe de colonisation et d'immigration. Il lui faut peupler les prairies s'il veut rentabiliser les opérations de ce gigantesque et coûteux chemin de fer. Pour aider les colons à s'établir en Saskatchewan, le CP crée une série de fermes expérimentales où on teste de nouvelles semences et des techniques d'irrigation. La compagnie offre même des programmes de formation à l'intention des nouveaux arrivants. Le principe est simple. Si les fermiers font de bonnes récoltes, ils voudront les vendre aux provinces de l'Est qui, à leur tour, expérimentent
expédieront des produits manufacturés dans l'Ouest. Un va-et-vient lucratif pour les trains du CP et une rentrée d'argent qui servira à défrayer les coûts de construction. De Winnipeg, le blé est acheminé jusqu'à la tête des Grands Lacs, puis par bateau jusqu'au port de Montréal, où il est transbordé vers les marchés outre-mer. Le CP veut maintenant attirer les familles britanniques en leur offrant des fermes déjà bien établies. Maisons et bâtiments flambant neufs attendent les nouveaux propriétaires attirés par cette offre alléchante. Au bout de 3 ans, 40%, soit 4 sur 10 des immigrants qui s'étaient prévalus de l'offre des 160 acres gratuits abandonneront leurs terres pour retourner dans leur pays d'origine ou aller s'installer dans les villes et trouver du travail. Toute cette propagande d'immigration, vantant à quel point il était facile de réussir, ne les aura donc pas empêchés d'échouer. Pendant que les fermiers se débattent pour survivre dans ce nouveau pays, dont les Rocheuses, les travailleurs du rail vivent des heures tragiques. La main-d'œuvre chinoise, payée la moitié du salaire des Blancs, hérite par surcroît des tâches les plus dangereuses. Pour ce qui est des Chinois en particulier, il faut savoir qu'ils ont été engagés par le contracteur qui était chargé de construire à partir de l'ouest vers l'est. Il s'agit du fameux Onderdonk, un grand ami de M. Van Horn, qui est d'ailleurs de la même nationalité que lui d'origine, c'est un Hollandais, et qui est un homme efficace mais extrêmement brutal dans ses méthodes. Il n'aura aucune peine à sacrifier, on pourrait utiliser ce terme-là, de grands nombres de travailleurs ferroviaires, et effectivement, sur un certain trajet, c'est plus de 600 Chinois qui vont mourir. Cette image-là de l'homme fourmi qui est capable de réaliser en un très court laps de temps un travail colossal au niveau du terrassement, ça leur collait tout à fait bien. C'est une des raisons pour laquelle ils ont été engagés. L'autre raison, c'est que personne ne voulait faire le travail. Le grand chemin de fer engouffre des sommes faramineuses. Les coffres sont à sec. Les ouvriers attendent jusqu'à plusieurs mois avant de recevoir leur gage. Fin mars 1885, c'est l'émeute sur le chantier de la Colombie-Britannique. 1500 ouvriers refusent de travailler. Leur font face 1 millier d'autres qui préfèrent continuer, même s'ils n'ont rien reçu depuis des semaines. La police montée intervient. Plusieurs travailleurs sont arrêtés, puis incarcérés. Basically, what happened was that the company, the officials... Avec l'appui des forces policières, les porte-paroles de la compagnie et les entrepreneurs se présentaient devant les travailleurs et leur faisaient comprendre à bout de fusil que le recours à la violence était hors de question. Semblerait-il que l'un des entrepreneurs ait pointé un fusil chargé en direction de ses employés et leur ait dit « Je descends tous ceux qui ne veulent pas travailler ». Il faut se rappeler que ces hommes n'avaient pas été payés depuis plus de 3 mois. C'est pourquoi ils avaient eu recours à la grève. Lorsqu'on leur annonça que le wagon qui leur apportait la paix était en route et qu'ils pourraient quitter le chantier sans être pénalisés, ils décidèrent d'attendre. L'argent finit par arriver, mais cet argent provenait du gouvernement. Pour obtenir ce prêt, la compagnie avait dû hypothéquer certaines de ses terres. L'un des héros de cette histoire est le légendaire Sam Steele, alors surintendant de la police montée dans l'Ouest. Malgré une forte fièvre qui le cloue au lit, Sam Steele quitte son campement isolé dans les monts Selkirks et se rend sur les lieux de l'émeute. 300 hommes l'attendent, brandissant armes et fusils. 3 compatriotes de Steele sont sérieusement blessés. Le grand Sam ne se laisse pas démonter. Sa Winchester a de quoi convaincre. Son canon tourné vers la foule, Steele ordonne au magistrat de lire à haute voix la loi anti-émeute interdisant tout rassemblement de plus de 12 personnes. Tant de courage et d'autorité surprennent les hommes qui retournent paisiblement à leur travail. Puis, les montagnes de l'Ouest recommencent à trembler. Van Horn fouette ses troupes de plus belle. La trêve est de courte durée. De nouveaux obstacles attendent le directeur du CP. Tout ce branle-bas ne fait pas le bonheur de tout le monde dans l'Ouest.
Cette voie ferrée creuse une profonde cicatrice sur le territoire des Métis et des Amérindiens. Déjà en 1870, les Métis s'étaient soulevés alors que le Canada s'apprêtait à acheter de la baie d'Hudson un vaste territoire englobant la colonie de la Rivière-Rouge, terre de leurs ancêtres. En 1882, l'arrivée chez eux d'arpenteurs et de travailleurs du rail mettent à nouveau le feu aux poudres. Les Métis craignent de voir disparaître ces grandes plaines, riches territoires de chasse. La menace plane plus que jamais sur leurs terres. Louis Riel, héros de la première rébellion et en exil au Montana, est appelé à l'aide par ses frères. Rangés derrière lui, les Métis s'organisent et entreprennent une première action pacifique. Ils envoient lettres et pétitions à Ottawa afin d'obtenir leur titre de propriété. Le temps passe et leur demande semble demeurer lettre morte. Le gouvernement ne bouge pas. La révolte gronde. Riel s'impatiente. Riel rallie à sa cause des chefs autochtones. Comme les Métis, les droits territoriaux des Amérindiens n'étaient pas respectés. Devant l'inertie d'Ottawa et l'avancée du chemin de fer, les Métis planifient une résistance armée. Ce nouvel obstacle vient s'ajouter au problème de financement du chemin de fer. La construction coûte plus cher que prévu et plusieurs actionnaires de la compagnie se retirent. En cette difficile année de 1884, le Canadien Pacifique a beau prier le gouvernement de lui accorder d'autres subventions, MacDonald refuse. Il a déjà trop donné. La révolte des Métis allait servir la cause de Van Horn, qui manque cruellement de fonds pour compléter les travaux. Elle serait une occasion inespérée de montrer ce que son chemin de fer a dans le ventre et de forcer le gouvernement de lui accorder de nouveaux prêts. Louis Riel, le chef des Métis, est prêt à tout pour protéger les droits acquis de son peuple. Riel attend le train de pied ferme. Van Horn et son chemin de fer, en voie d'achèvement, allaient se charger de Riel et de son peuple. Avec la bénédiction du gouvernement, il fait transporter à bord de ces trains des batteries d'artillerie en provenance de l'est du pays. Lors du premier soulèvement des Métis, l'armée avait pris 96 jours à se rendre dans les prairies. Cette fois, grâce au chemin de fer, 5000 hommes arrivent à Winnipeg en 4 jours. Les colons sont venus de l'Est. Mon peuple a été dépouillé de ses terres et de son mode de vie. Nous devions nous unir et lutter pour préserver nos croyances. Et nous avons combattu fièrement à Batoche, à Duck Lake, à Fish Creek et même jusqu'à mort. Le 12 mai 1885, les Métis sont défaits. Riel rend les armes. Cette offensive rapide qui avait permis de mettre fin à la rébellion assurait du même coup la conquête de l'Ouest. Survenue en pleine crise financière, la révolte des Métis vient de prouver la valeur stratégique du chemin de fer. Non seulement peut-il unir le pays, mais il peut aussi le défendre. Convaincu, MacDonald accorde au CP les fonds supplémentaires qui lui permettront de terminer la construction. De nombreux Métis et Amérindiens ayant pris part au soulèvement sont traduits en justice. Quant à leur chef, Louis Riel, son procès se déroule à Regina du 20 juin au 1er août 1885.
6 membres du jury le reconnaissent coupable de haute trahison, mais proposent la clémence. Le juge voit la chose autrement et le condamne à mort. Il ira en appel, mais MacDonald sera incapable d'adoucir sa peine. Malgré l'indignation des Canadiens français et malgré les 50 000 personnes qui se rassemblent et manifestent au Champ de Mars à Montréal, Riel, le chef des Métis, sera pendu le 16 novembre 1885. Avant l'exécution de Riel, Donald Smith, entouré de Van Horn et Sanford Fleming, enfonçait le dernier crampon dans les montagnes de la Colombie-Britannique. Sir John A. Macdonald pouvait enfin se dire qu'on venait d'unir le pays. Pour certains, je suis un héros, un patriarche. Pour d'autres, je suis un traître. Mon histoire et celle de mon peuple continueront à vivre à Patoche. Lorsque le premier train arriva au terminus de Port Moody le 4 juillet 1886, une foule enthousiaste salua ce premier voyage transcontinental. Parmi les dignitaires se trouvaient les maires de Port Moody, de Victoria et de Vancouver. Ce jour-là, les 3 notables avaient autre chose en tête que des discours de bienvenue en Colombie-Britannique. En fait, les 3 maires étaient au coude à coude dans la bataille pour convaincre le Canadien Pacifique de construire sa prochaine grande gare dans leur ville. Les 3 adversaires ont eu beau sortir leurs plus belles plumes, être tout sourire et prononcer les discours les plus enflammés, William Cornelius Van Horn avait déjà fait son choix. 1 an plus tard, à 20 km de Port Moody, le terminus occidental du Canadien Pacifique serait construit à Vancouver. Vancouver avait gagné la bataille de la gare. L'événement valait d'être souligné en grande pompe. Les quelques terrains si généreusement offerts par la ville à la compagnie ferroviaire avaient certainement pesé dans la balance. Mais le CP les lui rendit bien, puisque sans la présence du géant ferroviaire dans cette ville, Vancouver n'aurait peut-être jamais connu un tel essor. L'heure était donc à la fête dans ce pays qui vivait maintenant en pleine folie du rail. De juillet 1886, un premier train de voyageurs traverse le Canada d'est en ouest. On raconte qu'à son bord, Sir John A. Macdonald vida plus d'une bouteille. Peut-être cherchait-il à noyer quelques souvenirs.